Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa Télévision, la chaîne du continent. Bienvenue sur Tema, numéro spécial consacré au Mali, au devenir du Mali, avec Kidal comme enjeu principal des prochaines élections qui vont se dérouler au mois de juillet si tout va bien. Tema spécial rejoint ce matin le docteur Abdoulaye Madi Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes en compagnie du professeur André Bourgeot, qui est professeur émérite de sciences sociales et spécialiste des questions maliennes et des questions de nomadisme au Mali. Je vais vous demander d'abord, pour commencer cette émission, de vous présenter les uns et les autres en nous expliquant un peu quelles sont les motivations qui vous amènent aujourd'hui à Africa Télévision. Docteur Diallo. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je suis ici le modeste représentant d'un cercle de réflexion qui s'intitule « Demain, c'est aujourd'hui ». Vous savez ce qui se passe actuellement dans ce pays. Nous risquons la division de ce pays. Nous avons eu la chance d'avoir été à l'école, d'avoir été instruits, et nos études ont été payées par l'État malien. La déliquescence qui se passe actuellement de cet État-là nous interpelle en tant que citoyens ordinaires. Donc je ne suis pas autour de cette table mandaté par quelque homme politique que ce soit. Je n'ai aucune appartenance politique, je n'ai aucun mandat électoral. Je suis simplement issu de la société civile. Donc des amis et moi, nous nous sommes réunis parce que nous avons été à l'école, parce que nous sommes capables d'analyser et surtout de ne plus avoir la candeur de croire à toutes les promesses qu'on nous fait. Il se trouve que les fausses promesses qui ont été faites dans ce pays depuis le départ aboutissent à des pertes de temps. Et c'est cette perte de temps qui font changer la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit partout dans les discours que le Mali est un et indivisible, à la date d'aujourd'hui, c'est une chimère. La réelle politique, si on voit comment les choses se passent dans le monde, a décidé diriger de nouveaux ensembles géopolitiques. Dans ces nouveaux ensembles géopolitiques, le Mali est forcément cassé. Et cette chose est programmée depuis longtemps. Et la chose est en œuvre actuellement. Si on voit quelques exemples dans le monde, le syndrome de Timisaoura qui a, à la chute de Ceausescu, créé une réalité qui était toute fictive. Ce qu'on appelle le vent de l'Est, le fameux vent de l'Est. Tout à fait, en sortant les cadavres de la morgue pour venir les exposer devant les caméras et dire que ces gens ont été tués alors qu'ils sont morts de leur belle mort. Quand on se rappelle également la chute de Saddam, où on a trouvé des armes de destruction et que le monde entier s'est levé pour détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Chez nous, on est en train d'essayer de changer ce qui était le fondement du Mali, c'est-à-dire le carrefour sous-régional entre le Maghreb et l'Afrique noire. J'ai moi-même travaillé dans le Nord Mali. Ma capitale à l'époque, quand j'étais jeune médecin, ma capitale à l'époque c'était Tombouctou. Et c'était un brassage culturel, c'était un brassage ethnique. Que l'on soit de carnation plus claire ou de carnation plus sombre, on se sentait chez soi. Il se trouve que au nom de cette réelle politique, on a décidé de casser, de faire de nouveaux ensembles. Et dans ces nouveaux ensembles, la fracture de notre pays est engagée. Et le déséquilibre que cela amène, certaines minorités qui se retrouvent propulsées avec des aides conséquentes pour changer la donne, aboutiront à la longue à la destruction de ce pays. Pourquoi la situation évolue comme ça? Pourquoi nous sommes aujourd'hui autour de cette table embarrassés et déçus par ce qui va se passer si nous laissons faire? Le Mali, bientôt, ce sera un rêve. Nous dirons à nos enfants, à l'époque, nous avions des Tamashek avec nous, nous avions des Bobos avec nous, nous avions des Krassonké avec nous, mais si cela continue, pourquoi une ethnie va avoir plus de droits qu'une autre? Pourquoi les gens de Caï, d'où vient ma famille, ne va pas prendre son indépendance? Donc quand on regarde l'évolution des choses, l'irrédentisme existe partout. Les Basques ont combattu pour leur indépendance de chaque côté de la frontière espagnole. Ils sont en Espagne, ils sont en France. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la France a fait?
l'irrédentisme en Corse, où les Corses veulent leur indépendance. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi voulez-vous aujourd'hui que dans ce Mali, qu'on dit un et indivisible, on veuille faire des élections, que ces élections soient faites, et que l'attribut même du pouvoir qu'est l'administration ne soit pas là, et que la sécurité ne soit pas mise en œuvre, ne soit pas soutenue par notre armée. Okay. Comment voulez-vous, j'en finis, comment voulez-vous que ce qui est une responsabilité pérenne de l'État, qui est la sécurisation d'un territoire, soit dévolue à des groupes ethniques? Comment voulez-vous qu'à une certaine latitude, au-delà d'une certaine latitude, c'est un groupe ethnique qui soit chargé de faire la police, d'assurer la sécurité à ces endroits-là? Voilà ce qui nous amène. Docteur Diallo, demain, c'est aujourd'hui, c'est la question que nous allons développer tout à l'heure en partant de Kidal comme enjeu principal des futures échéances qui se profilent à l'horizon. Le second invité de ce thème spécial, c'est le professeur André Bourgeot. André Bourgeot, le peu de choses qu'on sait de vous au Mali, c'est que vous êtes un spécialiste des questions touareg, du nomadisme et de la géostratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, merci de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup votre invitation. C'est la première fois que je participe à votre émission. Donc j'ai la responsabilité scientifique aussi d'un programme que j'ai intitulé « Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien » et qui est financé par la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, dont l'objectif est d'analyser les transformations en œuvre depuis la conférence nationale de 1990 sur l'ensemble des pays du champ, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger et puis l'Algérie. Donc ça veut dire que l'est au cœur de l'actualité, plus particulièrement avec la situation qui prévaut dans le septentrion malien depuis les années 2011-2012. Mais moi, sur le Mali, j'ai plutôt une approche qui part de 2003-2004, parce que je pense que 2004 est significatif d'un tournant qui augure de ce qui se passe actuellement. Alors, 2004, c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Le docteur Diallo disait que demain c'est aujourd'hui. Vous partez d'hier, c'est-à-dire de 2004 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de 2004 pour que le Mali se trouve dans cette situation d'aujourd'hui? Et je rappelle que le titre de cette émission, c'est Kidal, le dessous des cartes. Aidez-nous à revoir ce qui se cache sous les cartes. Alors, je répondrai sur une profondeur historique beaucoup plus grande pour montrer les aspects très particuliers, inédits des situations qui prévalent depuis 2004 et plus particulièrement celle de 2012 avec l'apparition de la rébellion Touareg armée du mouvement national de libération de l'Azawad. La première chose que je voudrais dire, c'est que ces rébellions sont cycliques, que depuis 1916, donc à l'époque de la colonisation, a été la première révolte qui a été animée par l'aristocratie guerrière qui allait à l'encontre du pouvoir colonial. Ensuite, il y a eu celle de 1963-64, ensuite celle de 1990, puis 2006, et puis finalement celle de 2012. Dans tous ces exemples-là, les rébellions apparaissent quand le pouvoir central ou le pouvoir étatique est soit affaibli, soit en construction, soit en état de vacances. Chaque fois qu'il y a cette situation, on voit l'apparition de ces rébellions Touareg. Celle de 2012 est quand même très particulière, elle présente un caractère inédit pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que au niveau maintenant de l'analyse politique sur l'état du Mali, donc politique intérieure, on voit bien que l'ensemble du septentrion n'est plus sous la souveraineté et sous l'autorité de l'État malien. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2003-2004, il y a déjà présence d'éléments de groupes armés narco-djihadistes qui viennent d'Algérie après la dissolution du GSPC, du groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui est donc démantelé à la suite de l'intervention de l'armée algérienne. Certains éléments se réfugient au Mali, notamment dans la région de Timétrine, et puis ils commencent déjà à se sanctuariser. Donc le fait qu'ils commencent à se sanctuariser, ça veut dire aussi qu'ils développent des liens sociaux, y compris à travers des alliances matrimoniales, particulièrement avec des femmes maures brabiches, mais aussi avec certaines femmes touareg, notamment des femmes innan. Donc c'est déjà une des conditions de pérennisation de leur présence. Si vous conjuguez cet état de fait avec le fait qu'il y a un début d'essor important de drogues illicites, et quand je dis drogues illicites, je pense à cocaïne. La cocaïne commence à avoir une certaine importance. Donc ça fait en sorte que ça crée des conditions aussi de l'impunité, ça crée les conditions d'une ramification, on peut dire, généralisée de la corruption, y compris dans
la majeure partie des appareils d'État et probablement aussi à un haut niveau, ce qui veut dire que tout cet espace-là n'est plus sous la souveraineté de l'État. Maintenant, si vous conjuguez cette situation avec ce qui s'est passé en Libye à l'issue de l'intervention militaire, d'abord franco-britannique, puis celle de l'OTAN, qui conduit à la destruction de la Jamaria et à l'assassinat du colonel Kadhafi. Vous savez, je crois me souvenir quelque chose comme 70 véhicules 4x4 qui reviennent de Libye, qui reviennent au Mali, composés de Touaregs maliens, mais aussi de Touaregs libyens, qui arrivent donc dans ce septentrion, qui, encore une fois, je le mentionne, n'est plus sous la souveraineté. Donc c'est aussi les conséquences directes de la situation politique en Libye. On voit aussi ce qu'est devenu la Libye depuis la fin de la guerre civile, où pratiquement on ne peut plus parler d'État. Donc si vous conjuguez ces deux faits, on voit bien que les processus de déstabilisation sur le Mali sont quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, pour faire une analyse plus géostratégique, puisque vous avez fait référence à cet aspect-là, j'observe que la déstabilisation du pouvoir central étatique malien part du septentrion malien, donc de la périphérie du Mali. Et cette périphérie du Mali, dans un contexte différent qui est celui des conséquences de la guerre civile au Mali, devient le centre de la déstabilisation sur les pays riverains. Et quand je dis pays riverains, je pense Algérie et Mauritanie. Pourquoi je dis ça? Sur la base du fait suivant. Quand il y a eu l'intervention du groupe armé de Belmokhtar à In Amenas sur le site... En Algérie, sur le site gazier, on a dit dans un premier temps que ça provenait de Libye. On a d'abord dit que ça provenait du Mali. Ensuite, on a dit que ça provenait de Libye. Ça a entretenu une confusion. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça venait du Mali. Donc, ça a contribué à la déstabilisation en Algérie. Et puis ensuite, sur la Mauritanie, le processus de déstabilisation s'est mis aussi en œuvre à la suite de l'opération Serval engagée par l'armée française, puisque le président mauritanien, M. Abdelaziz, a pris position pour l'intervention. En conséquence de quoi, les oulémas de Mauritanie, je crois que c'est une trentaine, a dit dans ces circonstances-là, nous, on prend position pour les groupes, pour la nébuleuse djihadiste. Donc vous voyez, ces processus de déstabilisation ont été immédiats sur la Mauritanie et sur l'Algérie à travers ce que je viens de dire, et puis la situation qui prévaut maintenant au Niger depuis à peu près une semaine, et notamment avec hier, j'ai pas beaucoup d'éléments d'information concrets qui me permettent de vérifier, mais enfin quand même l'attaque de la prison de Niamey, c'est quand même au cœur de Niamey. Donc vous voyez, les processus de déstabilisation maintenant concerne, on peut dire, l'ensemble de la sous-région. Et dans ces circonstances-là, pour répondre à votre question sur la situation de Kidal, c'est quand même assez inquiétant. Le docteur Diallo faisait référence au Mali est un et indivisible. Si le Mali est un et divisible, ça veut dire que la présence de l'État malien doit s'exercer sur l'ensemble du territoire, malien. Or, la position du MNLA, mais peut-être on y reviendra, parce on y reviendra, bien sûr. Voilà. Donc, la position du MNLA consiste à dire on veut bien participer aux élections, l'administration malienne, on n'est pas contre, mais avec cette approche extrêmement réductrice, parce que eux considèrent que l'administration malienne, c'est l'administration civile, puisqu'ils persistent à dire qu'ils ne veulent pas de la présence de l'armée malienne. Et j'en aurais terminé là-dessus. Les fonctions régaliennes de l'État passent quand même aussi par la présence des groupes d'armée militaires. Donc on ne peut pas considérer que ces élections pourraient se faire dans des conditions normales si l'État malien n'est pas représenté sur l'ensemble de son territoire. Donc diviser l'administration malienne d'un côté administration civile et de l'autre côté administration militaire, ça n'a pas de sens. Pour l'instant, nous allons parler un peu du Mali, de l'esprit du Mali, le Mali 1 et indivisible. Or, on sait que depuis la libération des régions nord occupées, Kidal reste à ce jour la seule région interdite à l'armée. On parle de retour de l'administration, mais pas de l'armée. Docteur Diallo, quelle lecture en faites-vous? C'est ce que je disais en introduction tantôt, où une administration existe et elle a les règles fondamentales et les devoirs qui lui incombent, qui sont l'administration d'abord, mais la sécurisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, une frange du pays n'est pas sous la responsabilité directe de nos gouvernants. Comment voulez-vous entendre cela? Cela n'est pas possible. Et quand je disais tantôt que l'État a sous-traité
la sécurisation d'une partie du territoire national. La nature, elle a horreur du vide. Cela est toujours entendu. Et encore plus ici. Dans ce vide où l'État n'est pas, dans ce vide où l'armée n'est pas, où les forces de sécurité ne sont pas, mais d'autres en pleine possession, ils en font une zone de non-droit. Quand on fait une zone de non-droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une exploitation qu'on en fait. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Il y a le narcotrafic qui vient. Ils s'y installent des choses qui ne doivent pas être faites et qui, à la longue, deviennent plus forts. C'est ce que je disais tantôt, qui deviennent beaucoup plus forts que ceux-là même qui les ont mandatés. S'ils sont plus forts que ceux-là même qui les ont mandatés, mais ils prennent le pouvoir. Vous savez. Est-ce que vous pensez que demain, après-demain, le MNLA qui est à Kidal peut être plus fort que l'armée malienne et reprendre le pouvoir, casser le pays? Est-ce que c'est ça que vous dites? Mais le pays n'existe plus au-delà de ce septentrion. Il n'existe plus. Comment vous pouvez demander à une administration de venir et elle va être sécurisée par une autre personne, un autre pays? Comment voulez-vous demander aux Nations Unies de venir au Mali et de s'interposer entre des belligérants? Mais où sont les belligérants? Le Mali est en guerre contre qui? Le Mali n'est pas en guerre contre le Malien. Ce n'est pas en fait une guerre civile véritable. Le problème, c'est quoi depuis le départ? Le problème, c'est de favoriser quelqu'un, un groupe ethnique, par rapport à un autre. Nous sommes tous, si vous faites une enquête dans nos populations, vous verrez que toutes les ethnies sont imbriquées. Moi, dans ma famille, nous avons contracté des mariages avec les gens du Nord, et avec les Tamasheks. J'ai des cousins qui sont Tamasheks, je ne les renie pas. Ils sont de mon sang, ils sont du sang de ces gens-là aussi. Mais ces gens-là font partie de nous. Mais il ne faut pas que d'autres viennent trouver des excuses qui n'en sont pas pour mettre en avant certaines choses et les pousser à prendre certaines attitudes et à refuser même l'État malien. Comment voulez-vous que l'on signe un document État de l'Azawad et que le Mali intérim c'est écrit État de l'Azawad? Mais voyons, ce document depuis le départ doit être rejeté parce qu'il n'a pas de sens. Mon problème à moi, c'est que quand on crée des situations où des gens voient qu'ils peuvent en tirer profit, ils y viennent. Quand on regarde du côté de Caille, pensez-vous véritablement, monsieur, que le Mali a fait plus à Caille qu'ailleurs? Mais Caille est développé par qui? Les habitants de ce pays-là, qui vont aller faire les manœuvres au-delà des frontières et qui mettent sou par sou leurs économies de côté pour rendre l'économie de leur pays, le pays de leurs ancêtres florissant. Pourquoi les autres ne font pas la même chose? Des questions qu'on va essayer de trouver auxquelles on va essayer de trouver des réponses. Professeur Bourgeot, en 2000, je crois, vous écriviez déjà un ouvrage prémonitoire, Sahara. Le titre c'est Sahara, espace géostratégique et enjeux politiques. C'était aux éditions Autre part. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que tout ce qui était dans ce livre, un livre très riche, c'est ce qui se déroule pratiquement à quelques différences près? Avant l'arrivée de l'opération Serval, le MNLA, on peut dire socialement, politiquement et militairement, il était quand même aux marges. Il ne représentait pas grand-chose. Il avait été bouté par le MUJAO, etc. Bon, le fait qu'il ait été bouté par le MUJAO, c'est pas une prise de position pour le MUJAO, c'est simplement une description objective des faits. Donc il ne représentait pratiquement plus rien. À l'issue de l'intervention Serval, on voit que ça reprend du poil de la bête, ça reprend un peu de l'influence. Il s'installe à Kidal, il nomme un administrateur, il contrôle une partie du territoire puisqu'ils ont mis des checkpoints, il délivre même des laissez-passer pour les échanges de marchandises, etc. Donc la question que je me pose, pourquoi subitement cette influence qu'il aurait accordée? Ce qui me paraît important, parce que c'est le même discours qui était tenu à la faveur lors des rébellions de 92, c'est le discours victimaire et génocidaire que les rébellions touaregs ont utilisé en 1990 et maintenant en 2012. Leur argument, c'est si l'armée intervient, nécessairement, il y aura des exactions et les victimes seront ce qu'on appelle les rouges, ça veut dire les Arabes et puis voilà. Donc ça fait partie de la propagande. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des exactions commises. Les exactions commises par l'armée, elles sont là. Mais en même temps, ces exactions aussi ont été commises au moment de la
conquête du septentrion malien, parce que quand même, il y a eu les événements d'Aguelog, et les événements d'Aguelog, il y avait le MNLA, il y avait ACMI, il y avait Ansar Eddine, qui est aussi composé de Touareg. Donc, vous voyez, c'est extrêmement délicat. Donc, ce discours victimaire, il faut être très très vigilant, parce que ensuite, ça leur permet de légitimer les exactions qui auraient tendance à se généraliser. À cet égard, je pense qu'il faut un comportement extrêmement vigilant et éviter de dériver dans l'amalgame MNLA égale Touareg ou MNLA égale djihadiste. Ça, c'est un amalgame insupportable, parce que si effectivement cet amalgame joue sur le plan idéologique, ils vont faire la démonstration du bien fondé de leur discours. Et c'était déjà la même situation en 1990. En 1990, moi je travaillais surtout au Niger, et je sentais monter ce sentiment anti-Touareg, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et la situation actuelle, si effectivement Kidal serait considéré comme une enclave ou même voire comme un sanctuaire par rapport aux élections, ça va déboucher nécessairement sur une animosité fondée sur un nationalisme anti-rouge, anti-Touareg. Et c'est probablement ce qui est recherché aussi. Donc soyons vigilants. Nous allons revenir là-dessus. Mais une question, Dr Diallo. Pourquoi un État comme le Mali, où on a quand même des cadres compétents, n'a pas été aussi alerte depuis 2000 avec les explications que le professeur Bourgeot vient de donner pour essayer de contrecarrer ce qui se passe aujourd'hui? Une erreur de communication. Comme on dit vulgairement, la com n'était pas bonne, tout simplement. L'action victimaire dont parlait le professeur tout à l'heure vient illustrer parfaitement ce fait. Si nous, au sud, ici, nous sommes restés en faisant le grand seigneur, en disant, bon, on va négocier. Mais quand on négocie, on met en avant les points qui vous arrangent, les points qui mettent en avant votre point de vue. Nous ne l'avons pas fait. Les exactions ont été faites l'armée, peut-être. Quand on est en guerre, la guerre, c'est la guerre. Mais à Aguelog, est-ce que c'était une guerre véritablement de venir massacrer des gens désarmés? Et comment voulez-vous que brutalement, devant Kidal, l'armée ne puisse pas venir? Comment voulez-vous que, quand l'opération Serval a été saluée ici, nous sommes tous sortis, la France venue nous aider? Mais ce qui était dit par les djihadistes, semble-t-il, devait venir jusqu'à Bamako. Je pense pas que stratégiquement, ils puissent venir à Bamako, prendre l'aéroport de Sévaré leur aurait suffi. C'était une implantation qui leur aurait suffi. Nous sommes tous sortis. Les drapeaux français sont dehors. Combien de drapeaux français à Bamako aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup, monsieur. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Au fait, l'opération Serval, c'était pour remettre le Mali en selle ou pour remettre le MNLA en selle? Où sommes-nous aujourd'hui? À votre avis? Mon avis est très simple. Nous ne sommes pas encore chez nous. Le Mali n'est pas encore uni. Et ce qu'on est en train de faire artificiellement, on va aller à prendre des décisions. On amène l'interposition des Nations Unies. Tout ce qu'on va signer maintenant sera gravé dans le marbre. Ça veut dire, c'est l'État malien qui l'a fait. Comme on nous l'a fait il y a quelques années, en prenant une latitude au-delà de laquelle l'armée malienne n'avait pas le droit. Donc si à la date d'aujourd'hui, on continue à empêcher l'armée d'arriver à Kidal, mais on va blanchir la région. Ça veut dire quoi? Il y aura moins de nègres. Pas péjoratif le terme nègre. Pensons à la négritude. Pas péjoratif. Mais il y aura moins. On va blanchir complètement Kidal. Quand il y a l'insécurité, comment voulez-vous que quelqu'un de ma carnation aille à Kidal? Je ne suis pas le bienvenu là-bas. Je n'irai pas voter. Pourquoi voulez-vous que j'aille? Et à ce moment-là, on va faire des votes. On va dire, en définitive, la population, elle est en majorité blanche. Ben oui, si elle est artificiellement en majorité blanche, mais ce sera gravé sur le marbre. Pour vous, de la société civile, qu'est-ce qu'il faut véritablement aujourd'hui pour que ces points de vue soient entendus? Parce qu'il y a quand même un émissaire spécial qui a été nommé par le président de la République, qui est en train de mener des négociations avec les mouvements arabes et les mouvements armés. Comment cette position populaire des citoyens doit être entendue pour que ça soit tenu en compte? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on crée un ensemble, on lui donne les moyens de travailler. On a mis en place une structure qui va faire la réconciliation, semble-t-il. Cette structure, c'est un tonneau vide. La commission dialogue et réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette structure existe et en parallèle, on vient nommer quelqu'un qui est une personne seule qui se lève et qui va aller négocier. Et pourquoi? Pour quelle raison ce soit à lui de négocier seul alors qu'une commission existe? Premièrement. Deuxièmement,
Pourquoi est-ce que le MLLA, la question a été posée tout à l'heure, est remise en selle? Pourquoi? Si la division du Mali n'est pas programmée, mais on se retrouve autour d'une table de négociation, pourquoi et comment on est arrivé là où nous sommes? Quels sont les niveaux de responsabilité des uns et des autres? Vous savez, je suis médecin, mais je suis la pire espèce, je suis chirurgien. Vous savez, la gangrène n'a qu'une seule manière d'être soignée, c'est l'amputation. Ceux qui ont péché doivent payer. C'est aussi simple que ça. Si vous laissez la gangrène en place, ça va continuer. Et ce qui va continuer ici, c'est le manque de sérieux dans les décisions qui sont prises. On ne doit pas favoriser quelqu'un par rapport à une autre personne, un groupe ethnique par rapport à une autre personne. En Europe, ils sont en train de s'unir. Ils s'unissent autour de la CE, qui était au départ, je crois... Une union sur le charbon. Sur le charbon, il s'est retrouvé aujourd'hui l'Europe. Et comment voulez-vous qu'eux, ils se réunissent et ils nous aident, nous, ici, à nous séparer? Comment vous pouvez comprendre ça? Les grands ensembles qui sont en train de monter. Et je vous dis aujourd'hui, et je l'affirme mordicus, le Sahara malien est appelé à être détaché de la partie sud du continent pour être donné au Maghreb, et l'ensemble Maghreb-Europe, qui est une entité géopolitique que j'ai dénoncée tout à l'heure. Nous ne pouvons pas accepter que cela soit fait et que nous ne disions pas un mot, et qu'à la face du monde aujourd'hui, je profite de votre antenne pour le dire à la face du monde. Nous ne voulons pas que notre pays soit divisé. Nous voulons que les 15 millions de Maliens qui ont attendu depuis longtemps que l'on vienne mettre nos richesses à la portée de tout le monde pour qu'on puisse enfin être un pays émergent, bientôt, tout le monde sait ce qu'il y a dans le Nord Mali et que ce soit dévolu à certains princes qui sont transformés en émirs du pétrole et que les managers vont travailler avec eux simplement et nous resterons dans notre misère simplement parce que nous avons le malheur d'être nés de ce côté-ci du monde et d'avoir la carnation noire. Non, monsieur. Nous allons prendre la réaction de professeur. Oui, deux choses. Sur le point des négociations, est-ce que l'on peut négocier avec des groupes qui refusent de désarmer? Se pose quand même la conception républicaine et de la citoyenneté des conditions de la négociation. Si on accepte de négocier avec des gens qui refusent de désarmer, quelque part, il y a quelque chose qui est extrêmement malsain, parce que ça veut dire que c'est sur la base des armes qu'on peut apparaître comme étant un interlocuteur et apparaître comme étant un groupe avec lequel il faut négocier. Or, là, il y a quand même une multiplicité de groupes maintenant armés, puisqu'il y a le mouvement arabe de l'Azawad, il y a le MIA, etc., etc. J'observe que tous ces mouvements-là font référence à la notion d'Azawad. Et ça me paraît important de le mentionner. Que par-delà les clivages ethniques, les processus de tribalisation du politique, tous font référence à l'Azawad. Donc la question que je me pose... Est-ce que tous parlent du même Azawad? Ah, ça, effectivement, la question est bonne. Il faut leur poser la question, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu important sur la notion d'Azawad. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu le ministre des Affaires étrangères du mari de Carla Bruni, qui est M. Sarkozy, qui à l'époque était M. Juppé, qui a fait référence à cette notion d'autonomie. Il a d'abord il est d'abord parti d'un constat en disant qu'en définitive le rapport de force militaire était plus en faveur des rebelles qu'en faveur de l'armée malienne. C'est un peu gênant qu'un ministre des Affaires étrangères tienne des propos qui quand même relèvent de l'ingérence. Et immédiatement après, il fait référence à quasiment la nécessité à ce que le Septentrion devienne une région autonome. Or, j'observe qu'actuellement, le discours sous-jacent implicite renvoie aussi à cette notion d'autonomie. Or, si vous prenez la politique coloniale cette fois-ci, la politique coloniale s'est toujours appuyée sur des minorités ethniques qui elles-mêmes, à l'intérieur de ces minorités ethniques, étaient minoritaires. C'est le cas quand même du MNLA. Le MNLA est minoritaire à l'intérieur des sociétés Touareg et minoritaire par rapport à l'ensemble. Donc la question que je me pose, quel est l'intérêt de s'appuyer sur des gens qui ne représentent en définitive rien et qui refusent de désarmer et qui font la loi? Parce que ce sont eux qui disent on va négocier, mais on conserve les armes. Bon, il y a quand même quelque chose qui me choque là-dedans. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut prendre effectivement en compte les stratégies de la trilatérale. La trilatérale qui s'est réunie il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines est très claire. L'objectif, c'est de faire en sorte que le Sahara soit absorbé, non pas dans un grand Maghreb, mais dans une nouvelle entité dans laquelle le Sahara, qui quand même
recèle des ressources minières et des ressources extractives extrêmement importantes, renforcerait la dimension Maghreb. Et dans cette dimension Maghreb se repose le problème des relations entre l'Europe et le Maghreb. J'imagine difficilement que ce Sahara, quand je dis Sahara, c'est toute la bande saharienne, c'est pas simplement la bande malienne ou algérienne, soit intéressante pour les pays subsahariens, compte tenu du fait que les pays subsahariens sont quand même beaucoup plus lointains que la partie maghrébine dans ses relations avec l'Europe. Donc si on a une analyse géostratégique dans la durée, ça veut dire dans les années 2025 ou 2030, c'est ça aussi la trilatérale, on peut se poser la question suivante, est-ce que c'est pas les prémices qui iraient dans le sens d'une recomposition des zones d'influence et d'une réorganisation territoriale, donc une nouvelle forme d'organisation et de gestion des frontières. Pour vous qui êtes anthropologue, je me rappelle encore un de vos ouvrages, celui qui est paru en 1995, qui s'appelle Les sociétés Touareg, nomadisme, identité et résistance. Ça veut dire que tout ce que vous venez de développer là, il n'y a pas cette question, la dimension identité n'y apparaît pas trop, mais c'est la dimension géostratégique, c'est-à-dire la dimension de l'intérêt des pays et des pays puissants. C'est caractéristique de cette période de 2010. Autant en 1990, la dimension identitaire, développementaliste, légitimée, enfin ça a été utilisé comme ça par la rébellion. En 2012, c'est plus du tout cette situation-là. Du tout. Il ne faut pas minimiser que 1990, c'est l'implosion de l'Union soviétique, donc la disparition de l'organisation du monde en deux blocs antagonistes. Ça devient unipolaire, etc. En 2012, le système est dans une crise profonde, que tout le monde reconnaît. Les économistes, quelle que soit leur position, reconnaissent qu'il y a une crise systémique qui est très grave. Or, historiquement parlant, quand il y a crise du système, le système exporte ces crises. Et en exportant ces crises, il est à la recherche de nouveaux marchés. Et dans ces circonstances-là, on peut se poser des questions sur les stratégies. Je voudrais mentionner la chose suivante. Dans une approche comparative, 1990, qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en place des conférences nationales souveraines. Un peu partout en Afrique. On a imputé ça au discours de La Baule. Ça a été présenté comme tout, mais à l'origine, c'était pas le discours de La Baule de M. François Mitterrand, c'était les propositions faites par le président de la Banque mondiale. Ça a quand même une signification qui à l'époque était M. Coneyball. Donc que la Banque mondiale soit porteuse de pratiques démocratiques, de multipartisme, etc., on peut s'interroger. Mais en même temps, ça ne pouvait que satisfaire le système, parce que le système avait besoin de ce multipartisme pour pouvoir se ramifier. En 2012, et on retombe sur le problème de la commission réforme, dialogue de réconciliation et réconciliation, qu'est-ce qui se met en place? C'est les CNT, Conseil national de transition. C'est la nouvelle formule, mais qui se fait à l'initiative de l'institution, et non plus sur la base d'un mouvement populaire. D'où le fait que s'il y avait eu au Mali une grande conférence nationale ou une assise nationale, d'abord ça permet une expression pluriel, ça crée aussi des conditions de l'émergence de nouvelles élites politiques, ce qui n'est pas le cas en tout cas en ce qui concerne le Mali. On ne voit pas le renouvellement des élites, c'est encore des gens qui ont participé au pouvoir passé. Donc il y a quand même une situation de blocage. On ne voit pas de circonstances qui permettraient d'innover et d'avoir une nouvelle relation aux politiques. Se pose le problème suivant: quel type d'État le Mali ou les citoyens maliens, le peuple malien veut pour essayer de sortir de la crise? Actuellement, on ne le consulte pas. Une chose intéressante quand même à mentionner, c'est les manifestations qui ont eu lieu à Gao. Comme vous le savez, il y a eu des manifestations contre le MNLA, donc implicitement contre l'éventualité d'une mise en place d'une autonomie. Donc on a dit, mais oui, d'accord, mais en fait tout ça, c'est probablement Gandakoy et Gandaizo qui sont dessous. Qu'importe, moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais si le négociateur qui a été nommé par le président de la République de transition, il est bien obligé de prendre en compte l'émissaire spécial, excusez-moi, merci pour la rectification du terme, il va bien être obligé aussi de négocier avec ces gens-là. Il va négocier sur quoi? Parce que les négociations, le résultat des négociations, ça risque d'engager le prochain gouvernement qui sera issu des... Alors donc, vous voyez un petit peu la situation. Alors, un mot là-dessus. Imaginons, puisque le docteur Diallo représente la société civile, imaginez qu'il y ait des manifestations pacifistes au nom de la citoyenneté, au nom aussi de la patrie malienne. La patrie malienne, elle existe. Et qu'il y ait des manifestations comme ça, de dire non, on ne peut pas faire en sorte que le Mali devienne divisible.
puisque ça se pose dans ces termes. Ça changerait quand même les rapports de force politique à l'intérieur même du Mali. Bon, est-ce que c'est de l'utopie? Est-ce que c'est pas de l'utopie? Pour revenir un peu au titre de cette émission, ce qui est intitulé Kidal, le dessous des cartes, à vous entendre, on a l'impression que c'est une grande manipulation qui est en train de se jouer, dans laquelle c'est non seulement le MNLA, Kidal et les pouvoirs du Mali qui sont manipulés. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait. Quand les termes exacts de l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Juppé, c'était que la rébellion remportait des victoires significatives. Parce que la rébellion remporte des victoires significatives, donc ça permet de dédouaner leur action. Ça permet de rendre logique ce qu'ils ont fait. Le fait de prendre les armes contre, c'est inique. C'est pas parce que vous êtes plus fort que moi, qu'on vous m'a rendu plus faible, que vous soyez plus fort que moi, que vous êtes légitime. Donc, depuis le départ, la chose est biaisée. Et pourquoi aujourd'hui on remet en selle, ce que je disais tantôt, on remet en selle quelque chose qui n'existait pas. Donc il faut maintenant, à l'instar de ce qui s'est passé à Gao, que les gens se lèvent dans les autres régions du pays pour manifester leur désaccord sur ce qui est en train de se passer, la division de ce pays. Et que les ethnies du Nord, disent également, mais nous comptons, nous ne sommes pas de l'Azawat, nous voulons un Mali et un Mali indivisible. Parce que ce qui se passe, regardez ce qu'il y a en Irak. Le pétrole continue à se faire, le commerce continue à se faire, même si tous les jours il y a des bombes. Ce qui intéresse ceux-là qui veulent diviser le monde, c'est leur profit. Et diviser pour mieux régner. Maintenant, si tous les jours il y a des bombes, mais il n'y a pas de bombes de l'autre côté, il n'y a pas de bombes en Occident, mais en fin de compte, il y a quelques gens qui se lèvent, qui vont aller se sacrifier, qui vont se transformer en djihadistes, vont se transformer en bombes humaines. Je meurs, mais je vais emporter quelques-uns avec moi. Et c'est ce radicalisme-là qui n'est pas bon. Quand on va pousser le Malien ordinaire à se radicaliser, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans les religions, dans les sectes, donc les choses les plus extrêmes. Donc on va amener de l'eau au moulin des gens qui se radicalisent. Et vous savez très bien que la nature, comme j'ai dit tantôt, a horreur du vide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont installés dans le Nord Mali. Exactement dans nos pays également, on va s'organiser. La religion va prendre le pas. On s'organise pour faire front. Et quand on s'organise pour faire front, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est des antagonismes. Il y a deux pôles, même aimants se repoussent. Et c'est ce qui va se passer. Le danger est là. Il faut que les gens sachent que ce qui est en œuvre depuis longtemps. L'explosion de la Libye, des gens ont quitté avec armes et bagages, qui ont été reçus ici avec armes et bagages. On ne leur a pas confisqué les armes, on leur a dit au contraire d'aller sécuriser une partie du territoire. Mais mon Dieu, si je suis plus fort que vous, pourquoi voulez-vous que j'accepte votre commandement? Pourquoi voulez-vous que je partage avec vous ce que je peux vous prendre? Mais les gens n'ont que la place qu'ils prennent. Personne ne se poussera pour se faire la place. Nous avons un Mali, Sanangouya Béa, qui est le cousinage à la plaisanterie. Ouais, qui est quelque chose qui est fondamental dans notre pays et qui nous regroupe. Mais il y a aussi une chose, quand les intérêts ne convergent pas, chacun défend ses intérêts propres. Nous allons aboutir à quoi? À l'esclandre qui va aboutir pas seulement au départ de Saint-Patrion. Les autres ne voudront pas rester avec des gens qui sont incapables de garder ce qu'ils ont en main. Nous avons un Mali, un pays séculier avec des ethnies brassées. Pourquoi voulez-vous qu'on accepte qu'ils nous échappent? Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que nous nous levions et que nous affirmions notre unité, qui n'est pas une unité de façade, mais qui est une unité véritable, et que nous l'affirmions. Nous ne pouvons l'affirmer qu'en nous levant et en sortant et en affirmant haut et fort à la face du monde que nous sommes là et que nous voulons que le Mali reste tel quel. La décentralisation existe. Elle n'a pas été inventée aujourd'hui. Elle est chez nous. La participation au pouvoir, elle est là. Elle est chez nous. Mais pourquoi voulez-vous transformer ce pays en poudrière pour que d'aucuns en profitent et que nous, à côté, nous n'en profitions jamais? Professeur Bourjou, c'est une redistribution des cartes ou une nouvelle cartographie qui se dessine à partir de ce qui se passe actuellement au nord du Mali? Je sens chez les gens une soif de justice et d'ordre.
Donc si effectivement ces négociations ne se feraient qu'avec les groupes armés, ce ne serait pas perçu comme étant une démarche de justice, ni comme une démarche de retour à l'ordre. Je suis un petit peu surpris qu'on continue comme ça à mettre en exergue le MNLA, alors qu'il existe quand même la plateforme. Il y a une plateforme qui a été signée par l'ancien Premier ministre, M. Mohamed Agamani, qui a été signée aussi par le député Bajan, qui, eux, ne font pas référence à l'Azawad. Pour moi, c'est extrêmement important. La référence à l'Azawad a nécessairement une connotation politique. Elle est porteuse d'une autonomie. Ça fait son chemin dans l'esprit des gens. Or, cette plateforme, qui représente quand même aussi une grande partie des populations au Touareg, on n'en parle pas. Est-ce que l'on va négocier avec eux, ou bien est-ce que ceux qui n'ont pas pris les armes sont considérés comme étant des éléments secondaires qui ne participent pas de l'échiquier? C'est ça mon inquiétude. Et encore une fois, tout le monde sait que le MNLA ne représente que lui-même. Donc pourquoi continuer à le mettre comme ça devant de la scène? Quelque part, ça me choque. Donc en termes de symbole, les prochaines élections qui se profilent à l'horizon d'ici en 2 mois vont entériner quelque part cette analyse géostratégique, parce que l'élection pourra ou risquera de se faire sans Kidal. Mais monsieur, c'est une évidence. C'est une évidence. Les élections doivent être faites quand il y a la quiétude. Quand on n'a pas peur d'aller aux élections, quand on n'a pas peur de rencontrer une explosion dans les bureaux de vote. Il se trouve maintenant que c'est une bombe véritable qu'est cette région. C'est une bombe véritable qu'est la situation au Mali. Mais la preuve que ce que vient de dire tantôt notre illustre invité, mais les conditions ne sont pas réunies pour faire une élection véritable. Se faire élire président de la République dans un pays divisé, où est la chance de marquer son empreinte sur le monde? Au contraire, il faut que ces gens-là œuvrent à ce que l'élection soit d'abord incontestable et que la personne qui soit élue vienne d'un assentiment du peuple tout entier et que c'est le suffrage universel qui prime. Mais ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas possible. Il y a plein de gens qui ne voteront pas parce qu'ils n'ont pas de carte, ou ils ne peuvent pas accéder au bureau de vote, ou on ne va pas accéder à eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est biaisé. Donc, admettons que la situation demande que les Maliens se retrouvent. Et ceux-là à qui nous nous sommes donnés pour servir d'arbitre ne soient pas jugés partis. Et à la date d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils sont jugés partis. Ils décident des règles du jeu et quelquefois, ils participent également à la chose. Non. Maliens, retrouvons-nous, regroupons-nous, refraternisons. C'est la seule solution. Ce qui va se passer, vous savez, ceux qui sont en avant, ils n'ont pas le monopole de la mauvaise foi. On peut signer ce qu'on veut. On peut signer ce qu'on veut en se disant, bon, je verrai demain. Nous avons vu l'Irak. Nous avons vu la Somalie. Nous avons vu la Libye. Mais pourquoi voulez-vous que l'on continue exactement pour aller là? Pourquoi voulez-vous qu'on aille là? Et nous savons très bien que nous y laisserons notre vie. Nous y laisserons notre quiétude. Nous y laisserons notre pays. Et après nous, il y a d'autres pays qui viendront. Le Niger a déjà pratiquement commencé. La Mauritanie viendra. Forcément. Il faut que nous, ici, nous ayons l'intelligence de savoir que nous n'ayons pas la candeur, comme je le disais au départ, de croire à toutes les promesses. Quand quelqu'un vous dit « je ferai ça », mais il est en train de réaliser sur le terrain exactement l'inverse de ce qu'il a dit. Et quand l'actuel ministre des Affaires étrangères français vient dire « on vous laissera pas tomber, on vous aidera », le paternalisme, là, on en a eu, on n'en veut plus. Qu'on mette les conditions pour que les Maliens se retrouvent, qu'on ne dise pas à la face du monde que certains Maliens sont brimés par rapport à d'autres. Non, c'est parce que certains accords ont été signés, ils ne devaient pas être signés. C'est parce que certains ont fait profil bas pour attendre que la chose se passe. Certains n'ont pas joué le jeu. Demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit se lever pour faire demain. Si on attend, ce sera trop tard. C'est attendu, Dr Diallo. Demain, c'est aujourd'hui. Professeur Bourgeot,
est-ce que ces élections qui vont tracer le devenir du Mali vont tracer aussi le devenir de ce que vous avez expliqué comme étant la création d'une entité intermédiaire entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne? Est-ce que ces élections peuvent aussi constituer la carte qui va dessiner un peu ce devenir machiavélique, on peut le qualifier ainsi, qui est en train de se mettre en place? En tout cas, si la situation de Kidal n'évolue pas, ce que vous venez de décrire est porteur de ça. C'est la raison pour laquelle l'enjeu politique majeur, c'est de faire en sorte que les élections se tiennent dans des conditions normales et que le MNLA n'apparaisse pas comme étant le mouvement qui administre Kidal, parce que c'est comme ça que ça se pose. Ils ont nommé un administrateur. Je crois savoir aussi que les autorités politiques maliennes ont nommé un administrateur pour Kidal. Il y a maintenant 3 semaines, un gouverneur, pour Kidal. Ce gouverneur-là, à ma connaissance, est toujours à Bamako. Donc, quelque part, il y a un autre problème quand même qui se pose, c'est que le président de la République est aussi le chef des armées. En tant que chef des armées, il a capacité à donner des ordres. J'observe que ces ordres ne sont pas donnés. Donc, quelque part, ça entretient la confusion. On ne sait plus très bien qui est qui. On ne sait plus très bien qui exécute les ordres de qui, d'où ça vient. Je trouve que c'est un climat quand même particulièrement malsain et qui n'augure pas d'un assainissement de la situation politique, quel que soit le résultat des élections. Nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste très peu de temps pour la conclure. Professeur Bourgeot, une dernière question. Comment voyez-vous aujourd'hui le redressement de toute cette cartographie, de tout ce puzzle pour que les choses se mettent en place et qu'il y ait la stabilité que la société civile malienne veut tant pour non seulement le Mali, pour l'Afrique et pour la sous-région? Docteur Diallo, vous aurez aussi à répondre à la question. Je crois qu'effectivement, s'il n'y a pas un grand mouvement populaire qui se manifeste, qui s'exprime, bon, c'est la société civile, mais pas exclusivement la société civile, les gens sont quand même partie prenante des nouvelles réalités politiques. Donc le problème est le suivant, c'est comment modifier les rapports de force politiques lorsque vous avez une prolifération de partis politiques. Je crois savoir qu'au Mali, il y en a 158, dont on ne connaît pas exactement quels sont les objectifs. Dont on ne connaît pas exactement les objectifs, les programmes, etc. Et dont une partie de cette classe politique appartient aussi au passé. Donc, est-ce qu'elle est porteuse de devenir, d'amélioration? J'en doute un petit peu. Enfin, le peu de choses que je connais, je ne vois pas se dessiner quelque chose. Je ne vois pas non plus se dessiner l'émergence d'une nouvelle élite politique dont les objectifs seraient la défense de la patrie et de la nation. Vous êtes moins aussi. optimiste, hein? Pardon ? Vous êtes moins optimiste. Ah oui, je ne peux pas dire, je ne raisonne pas en termes d'optimisme ou de pessimisme, mais dans ce cas-là, je ne vois pas se dessiner les choses. D'autant que les situations que je décris sont les mêmes au Burkina, sont les mêmes au Niger, sont les mêmes, ne parlons pas de la Libye. La Libye, l'État libyen n'existe plus. Vous avez les Toubous qui revendiquent aussi leur indépendance. Quand le président du CNT libyen a dit on ferme les frontières, les Toubous ont dit mais c'est pas les frontières de la Libye, c'est nos frontières à nous. Dans les affrontements qu'il y a eu entre eux et les Arabes ou les Slimane, ma grande crainte, pour en revenir à la situation malienne, c'est qu'à l'issue de ces élections-là, qu'il y ait des affrontements pas tribaux, mais interethniques. J'imagine difficilement que les populations arabes de l'Azawad acceptent l'hégémonie des populations touareg et plus particulièrement du MNLA. Ça, je l'imagine très difficilement. Donc, il va y avoir des enjeux sur les contrôles de territoire et de territorialité dans lesquels s'inscrivent les conditions d'acheminement et de contrôle de la cocaïne. On est toujours confronté à cette histoire de drogues illicites. Ça constitue un enjeu extrêmement important. C'est quand même une source extrêmement lucrative. Donc, cette source lucrative, vous ne pouvez pas la déconnecter des conditions politiques des réalisations des élections. Tant qu'il n'y aura pas un pouvoir qui sera suffisamment fort pour se colter à ce type de problème, croyez-moi, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Parce que les ramifications, les pratiques mafieuses, entre guillemets, elles existent. C'est pas d'un coup de doigt qu'on les élimine. Docteur Diallo, vous avez la parole pour conclure. Les graines de la guerre civile sont semées. L'Europe va en formant un grand ensemble. Et nous nous divisons. Quand l'opération Serval est venue, la France est venue, mais ensuite elle a eu l'aval et l'appui des autres. Et pourquoi est-ce qu'en Afrique, ici, M. Bourgeot a démontré tantôt que c'est la déliquescence qui va? Sur la carte du monde, nous ne sommes rien. Il faut que nous fassions un front commun pour que nous puissions avoir pignon sur rue ici, sinon nous n'avons pas d'avenir. L'avenir, c'est le regroupement. Le nombrilisme, c'est fini.
Le nombrilisme sous-régional est fini, a fortiori le nombrilisme au sein d'une entité nationale qu'est la République du Mali. Mais à la date d'aujourd'hui, il faut que l'exemple vienne de quelque part. Il n'y a pas de pays actuellement qui nous entoure, même en dehors, où il n'y a pas de coup de feu. Bon, ça, c'est l'alarme qui a sonné au Mali. Il faut qu'on se ressaisisse et que l'on se remette ensemble et qu'on recrée les conditions pour s'unir. Si on ne crée pas les conditions pour s'unir, eh bien la guerre civile qui est plantée va germer. Moi, ma crainte, c'est cela. Il faut que nous nous ressaisissions, que nous reformions notre Mali et qu'il y ait un certain degré de décentralisation pour que certaines personnes puissent profiter de certains biens ou de certains produits qui sont chez eux. C'est ça qui permet également de stabiliser ce pays. Mais il ne faut pas qu'on dise que d'autres personnes, parce qu'ils ont de carnation plus claire que certains autres, ou le nez un peu plus fin que d'autres, aient des droits particuliers, et que d'aucuns viennent d'ailleurs outre-Atlantique ou outre-Méditerranée pour venir s'aimer la mauvaise graine. Voilà pourquoi je suis là. Voilà le cercle de réflexion. C'est justement la préoccupation de ce cercle de réflexion qui veut qu'on se ressaisisse, parce que c'est encore maintenant que l'on peut, et le demain qu'on prépare, il se prépare aujourd'hui. Si nous ratons le coche, maintenant c'est fini. Et voilà qui met fin à cette émission Téma spéciale consacrée aux enjeux géostratégiques de Kidal. Nous recevrons pour l'occasion le docteur Abdoulaye Madi Diallo du cercle de réflexion. Le Mali, aujourd'hui, c'est demain. Et le professeur André Bourgeot, professeur émérite d'anthropologie sociale à l'école des hautes études sociales de Paris. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous suivre chez vous. Restez sur Africable, nos programmes continuent. Merci, au revoir.